Mais au bout d'un moment où je commence l'opération, blackout, plus un bruit. Il s'est évanoui? Alors c'est ce que j'ai eu peur. J'ai flippé tout de suite. Il me dit, il est en train de nous faire un vagal. Ouah, ouah, ouah. Donc je regarde de l'autre côté du rideau opératoire, et en fait, j'ai compris tout de suite. Quand j'ai vu son visage, j'ai compris. Et je lui ai dit, allez-y, lâchez-vous. Et là, il s'est mis à pleurer comme un bébé pendant 20 minutes. Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Avraham Kadosh, un Moël hors norme qui parcourt le monde entier pour réaliser des Brit Milot. Mais pas seulement sur des bébés, mais aussi pour des adultes. Alors oui, vous avez bien entendu, des Brit Milot sur des adultes. Son parcours est tout simplement incroyable. Il va nous partager des histoires de dingue. Et évidemment, on va profiter d'avoir un expert sur le sujet pour aborder toutes les questions et les idées reçues sur la Brit Mila. Combien ça coûte un Moël? Est-ce que c'est vraiment sans risque une Brit Mila pour un bébé? Et aussi, on fait quoi du petit bout de chair après? Voilà, on va parler de tout, on va casser les mythes sans filtre, sans tabou, et promis, vous allez tout savoir. Et sachez une chose, c'est vous qui avez demandé cette interview. Alors continuez à nous dire dans les commentaires qui vous aimeriez voir dans cette émission. En attendant, si ce format vous plaît, prenez 2 secondes pour commenter et liker cette vidéo. Ça nous aide énormément pour le référencement. Alors c'est parti tout de suite avec notre invité, Avraham Kadosh. Avraham, bienvenue. Shalom à tous. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur TorahBox. On nous a demandé d'inviter un Moël. On s'est dit, quitte à inviter un Moël, on va inviter un Moël un peu hors norme. Et on va expliquer aux gens pourquoi je dis hors norme. Et on a évidemment des dizaines et des dizaines de questions à te poser. Avant de rentrer vraiment dans le sujet de la Brit Mila, j'aimerais que tu nous racontes en quelques mots ton parcours, d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors effectivement, c'était pas du tout prévu. Moi, j'étais à la yeshiva et au kollel, en train d'enseigner, bien que j'ai une formation d'école de commerce avant cela. Mais un jour, un ami il m'a dit comme ça, écoute, j'aimerais que tu sois sandak. J'ai dit avec plaisir. On va traduire à chaque fois, Sandak, enfin on va le traduire Le une parrain, fois. ouais. Le parrain, enfin celui qui porte le bébé pendant Celui qui porte le bébé, mais là, il s'avère que le jeune, il a 20 ans et que sa mère est marocaine. Je dis, ah là, c'est pas possible. Et là, il y a un bug, là. Il y a quelque chose, une mère marocaine qui n'a pas fait la brite à son fils, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, je me suis rendu à cette brite. Donc pour moi, c'était nouveau parce que c'était un adulte. Ouais, on s'entendait pas. Bon, ils me l'ont pas mis sur les genoux, d'accord, mais en tu tout vas nous cas. expliquer après comment ça marche, comment. Ouais. Mais en tout cas, c'était extraordinaire de voir un jeune qui avait vraiment soif de faire cette brite mila, de découvrir sa véritable identité. Et en fait, on lui avait caché sa véritable identité à ce jeune-là. Et ça m'a fait tilt, quoi. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des jeunes comme ça qui ont pas la brit mila, alors que bon, pour tout le monde, la première mitzvah que chaque juif y fait, hein, c'est la brit, c'est la circoncision. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai aidé ces gens-là qui faisaient ces brit milot. C'était en Israël. Et notamment par rapport à tout le melting pot de juifs qui venaient d'Europe de l'Est, qui venaient d'Amérique du Sud, etc. et tout, et qui n'avaient pas la brit mila. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. J'ai dit, tiens, banco, je vais les aider. Je vais les aider à promouvoir un petit peu cette chose-là, parce que ça demandait des fonds extrêmement importants de tous ces jeunes qui venaient, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et qui venaient en disant, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à faire la brit mila? Maintenant, je suis en Israël, maintenant ci, maintenant ça. Et donc, j'ai commencé à faire des conférences, et notamment dans tout le monde francophone, un petit peu comme ça, à chaque fois que je me baladais. En quelle année? On est dans les années 2000, au début 2004, 2005, quelque chose comme ça. D'accord. Et bon, la grande Alia, elle avait commencé déjà depuis les années 90, mais là, 2005, ça commence à bien bouger avec les Russes notamment, 1 million de Russes qui arrivent, 80% parmi eux qui ne sont pas circoncis, ça fait du monde, d'accord, parmi les Juifs, hein, je parle. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, mais c'est là où j'étais un petit peu étonné, c'est qu'en faisant des conférences dans le milieu francophone pour leur faire comprendre de ce qui se passe en Israël, et c'était important, c'était un sujet qui touchait beaucoup, c'est là où les gens venaient me voir après la conf et me disaient est-ce que vous ne pourriez pas faire mon petit-fils? Vous ne pourriez pas faire mon neveu? Voilà, j'ai ma cousine, elle a eu un petit garçon, mais ils n'ont pas fait la bride. Et là j'étais gros choc, quoi. Je veux dire, quoi, en France, il y a ça aussi. Alors c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Alors, on est en 2004-2005, il n'y a pas Internet. Enfin, il y a Internet, mais pas du tout de manière comme on connaît aujourd'hui. Ça balbutie, oui. Voilà. Donc, pour pouvoir se présenter et diffuser un peu le travail que tu faisais, tu es parti voir un certain Josie Eisenberg,
celui qui animait cette fameuse émission le dimanche matin sur la 2e chaîne. Et donc, il t'a dit, viens, t'as 3 minutes pour me convaincre. Ouais, c'était très épique cette rencontre. Il était dans la fumée de son cigare, je me rappelle, Zichron Livracha, une personne très gentille, hein, mais vraiment très froid, le côté ashkénaze comme ça. Moi, j'étais glacé. Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parce que je me suis dit, attends, si je fais des conférences, que les gens viennent me voir, il faudrait que je sache, est-ce que c'est vraiment un phénomène national ou c'est ponctuel que... Et donc, j'ai réfléchi comme ça, je me dis, comment toucher maintenant les gens qui sont au fin fond de la Bretagne? Et c'est là que j'ai pensé en fait à la source de vie que ma grand-mère regardait tous les dimanches matins et que la plupart des foyers à l'époque étaient sur France 2 pour essayer de regarder la seule émission juive qu'il y avait à l'époque sur l'antenne, quoi. Et je me suis dit, il faut à tout prix que j'obtienne une émission avec lui. Et donc je suis allé le voir et effectivement il m'a donné ces 3 minutes là, pas plus. Il a même pas levé les yeux sur moi. Et donc j'ai commencé à lui parler un petit peu du problème qu'il y avait. Alors, au bout d'un moment, je m'arrête, il lève les yeux, il me dit « Allez-y, continuez ». Il dit « Non, ça fait 3 minutes ». Donc je l'ai pris un petit peu à son jeu, il a rigolé, et c'est comme ça qu'on a fait un lien. J'ai pas arrêté de parler, ça n'a pas duré 3 minutes, ni un quart d'heure, ni une demi-heure. Et au bout d'un moment, il m'a dit « Écoutez, vous avez l'émission, on va faire ça dans 1 an, parce que je suis full ». Et là, j'ai compris que non, c'est pas du tout ce que je veux, là, c'est pas... Non, c'est Et donc, j'ai continué à lui expliquer un petit peu avec des cas concrets, des choses que j'avais vécues moi-même depuis avec ces gens-là qui faisaient ça. Et là, il m'a dit, OK, dans 6 mois, j'ai continué. Et là, quand j'ai expliqué ce qui se passait avec la France, il m'a dit, OK, alors là, je vous envoie les caméras tout de suite. Et donc, les standards de France 2 explosent. Ah oui, ils m'appellent, ils me disent, je comprends pas, les gens appellent de partout, c'est important de faire ça, c'est une mitzvah primordiale. On a reçu plus de 17 demandes de Brit sur place, toute la France. D'ailleurs, Hachem, il m'a tracé la carte de France. Tout de suite, je suis parti voir Rabbi David Abouhatzera, qui était le rav qui me donnait conseil. Le petit-fils de Baba Salé à Naharia. Je lui ai parlé du phénomène, il me dit, écoute, tu te concentres sur ça, tu fais pas les bébés, tu t'occupes que des adultes. Et c'est là que j'ai fait banco. J'ai dit, alors c'était pas du tout mon truc, mais voilà, j'ai commencé donc à organiser les choses comme il se doit, trouver des cliniques, monter tout un réseau de cliniques, de chirurgiens, etc., pour pouvoir répondre aux demandes qu'on allait trouver. Donc grâce à quoi au départ? Donc grâce à cette émission de France 2, et ensuite je suis passé dans les communautés, dans les journaux. À l'époque, c'était beaucoup la presse, d'accord, donc ActuJ, le Contras, etc. C'était pour pouvoir sensibiliser les gens, en fait, non pas trouver directement ceux qui sont concernés. Ça, j'avais réussi à travers l'émission, mais on peut pas passer à la télé non-stop. Mais par contre, sensibiliser les gens que ceux qui connaissent des personnes concernées viennent vers nous, et on allait voir, et que nous, on allait leur tendre la main pour savoir est-ce qu'ils voulaient être aidés dans cette démarche. Il faut savoir que c'est une démarche qui n'est pas du tout facile. Personne n'a envie de se faire opérer, encore moins là-bas. Alors justement, tu vas nous expliquer comment tu procèdes avec eux. Et justement, la première question, c'est les concernés. Donc ceux qui ne sont pas circoncis. Tu nous parlais d'un cas qui sortait vraiment de l'ordinaire, l'enfant marocain qui n'a pas été circoncis. Mais c'est quoi ces cas? Comment un enfant, comment un adulte aujourd'hui peut se retrouver à l'âge de 20 ans, 30 ans, des fois, tu vas nous dire jusqu'à 70 ans, non circoncis? Comment c'est possible que ça arrive, qu'il y en ait autant surtout? Alors en fait, il y a trois problèmes qui se sont passés au niveau historique et politique. D'accord? Donc le côté de l'Europe de l'Est, c'est le côté qui était le plus important, où carrément, depuis le régime stalinien, il a été interdit aux Juifs de faire la Brit Mila. Quand on dit interdit, c'était violent. C'est-à-dire que la personne, elle était passible de peine de prison en Sibérie. Moi, j'ai un ami que j'avais, une personne âgée que je connaissais quand j'étais à Ramat Shlomo, il m'a raconté que son père était le rav de la ville. Ils ont fait une Brit Mila en cachette, parce que c'est comme ça que ça se faisait. Le Shabbat, la police rouge est arrivée sur place. Quelques minutes après, apparemment, donc il y a eu une délation. Ils ont demandé où est le rabbin qui a fait la circoncision. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la cour, ils l'ont fusillé. Ah, carrément. Shabbat, devant toute la quille. Wow. Et c'est de son père à lui qui me raconte, d'accord? Donc c'était le fils qui me raconte ça. Mais j'étais glacé, quoi, dehors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces régimes-là, depuis Staline, hein, attention, donc on est encore avant la guerre, donc ça veut dire que seuls les ultra-orthodoxes continuaient à faire la brite, mais sinon tous les autres s'étaient passés aux oubliettes. Le deuxième phénomène, ça a été plus la dispersion géographique des Juifs qui sont partis après
après la Shoah, etc., ils se sont dissimés complètement dans tout le monde entier, l'Amérique du Sud, des gens au Chili, des gens en Argentine, et parfois des distances énormes pour trouver, pour avoir un Moël. Donc les Moëls n'arrivaient pas. Et donc c'était très dur pour eux. Donc ils disaient on va le faire plus tard quand on ira dans la grande ville. Et puis évidemment c'était peine perdue. Maintenant le gros problème au niveau de l'Europe et des États-Unis, ça a été essentiellement la notion du mariage mixte, qui a entraîné que finalement le père non juif, puisque c'est ça qui nous intéresse quand la mère est juive évidemment. Et donc le père refuse de faire la brit mila à l'enfant. L'enfant reste ainsi comme ça non circoncis, et c'est là que on a ce phénomène qui touche donc l'Europe de plein fouet, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on sait que les mariages mixtes, le pourcentage est énorme, il dépasse de loin les 50%. Ça fait 70 ans que ça dure, donc vous faites un calcul, donc c'est aujourd'hui des milliers rien que pour la France, des milliers de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être circoncis. Alors c'est très dur, pourquoi ? Parce que c'est un statut qu'ils n'ont pas choisi, on va développer ça, hein, mais il faut savoir que c'est des jeunes qui ressentent une certaine souffrance quand même, qui ressentent un certain malaise, d'accord ? Donc après, c'est là où World Brit, que j'ai monté, du coup, suite à cette émission, j'ai monté carrément une association pour pouvoir organiser ça de façon très professionnelle, très rapidement, et surtout aussi pouvoir financer ces interventions. Alors justement, ces jeunes-là, tu parles souvent d'un symptôme de non-circoncision, pardon. Ouais. Ça consiste en quoi ? C'est quoi qu'ils ressentent, ces jeunes qui n'ont pas fait la brit mila malgré eux ? Alors c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que il faut savoir que c'est donc aujourd'hui, c'est après 15 ans de travail sur le terrain, donc plus de 15 ans, donc ça fait des milliers et des milliers de jeunes qu'on a vus qui sont concernés. Donc on n'est pas en train d'écouter une personne, un cas comme ça exceptionnel, non, c'est revenu, c'est redondant. Et donc il faut comprendre que quoi ? C'est que la Torah nous enseigne que uniquement quand la mère est juive, même si le père ne l'est pas, l'enfant est quand même à 100% juif. Ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Dans le cas où le papa est juif et la maman est non. Voilà. Et pourtant, donc, on voit que ce sont que des personnes dont la mère est juive qui ressentent ce malaise. C'est incroyable, d'accord ? Donc on le voit concrètement, quoi. On voit concrètement. Donc il y a quelque chose, même si on ne veut pas être religieux, il y a quand même quelque chose qui n'est pas du tout rationnel en termes de statistiques. Et donc en fait, on s'aperçoit que beaucoup de ces jeunes, bien qu'ils ne soient pas du tout pratiquants, comme on l'a dit, eh ben, ils ressentent quand même une gêne. Ils savent qu'il y a quelque chose au niveau de leur identité, et c'est très difficile de mettre de mettre le doigt dessus, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas de référentiel. La personne, elle n'a jamais été circoncise, donc elle ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, tout simplement, qu'est-ce que vous ressentiez avant, qu'est-ce que vous ressentez après. Et donc, quand des jeunes viennent vers moi et me disent « Mais bon, vous croyez que maintenant, la circoncision, ça va changer quelque chose en moi ?» Et oui, concrètement, ça va changer. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Tu vas nous raconter à quel point ça change. Ah, c'est en impressionnant. concret, au moment de la brit mila, c'est juste extraordinaire, cette histoire. Justement, en parlant de la brit mila pour un adulte, on sait comment ça se passe, une brit mila pour un enfant. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment ça se passe, une brit mila pour un adulte ? Est-ce qu'on met un adulte sur une chaise ? Est-ce que c'est le même process ou est-ce qu'on procède autrement ? Le process au niveau chirurgical, il est le même, sauf que c'est pas la même échelle, d'accord ? Disons comme ça. Mais en soi, hein, l'acte est le même. Mais par contre, évidemment, ça peut pas se faire dans une synagogue, ça peut pas se faire uniquement avec un pansement, il faut avoir des points, d'accord ? Et donc, il y a besoin d'un chirurgien, au-delà du Moël, qui va pouvoir aussi opérer le côté religieux de la chose, d'accord ? De faire attention que ce soit cachère. Mais évidemment, donc on va se mettre en bloc opératoire. Le sandak ne va pas le prendre sur les genoux, ça serait difficile, d'accord ? Mais il va lui mettre sa main sous sa tête et va l'aider, parce que cette fois-ci, c'est le jeune. C'est-à-dire qu'il va l'aider ? Il va l'aider, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'il ait peur, il ne faut pas qu'il bouge, des choses comme ça. Il va le rassurer, il va le rassurer, il va le calmer, parce que le sandak, le but du sandak, il faut le savoir, hein, le but du sandak, c'est une aide pour le Moël. C'est ça un sandak en fait. Donc c'est quelqu'un qui tremble un petit peu ou qui voilà, a peur, il faut tenir les jambes pour un bébé. Ben là, il va tenir la tête, il va le rassurer, il va l'aider à faire la bracha, parce que pour un bébé, c'est le père qui a la mitzvah de faire rentrer son fils, mais c'est le fils qui fait la circoncision. Alors que là, c'est le jeune lui-même, puisqu'ils ont tous plus que 13 ans en règle générale, donc c'est le jeune qui fait la bracha sur lui-même, etc. Donc voilà, et c'est différent, mais le process en soi est le même. C'est quoi les arguments que tu as pour convaincre quelqu'un qui n'aurait pas fait la brit mila, mais qui aurait vraiment très peur de passer à l'acte ? Ça fait peur quand même, à un certain âge, de dire on va m'opérer là-bas. Ouais, ça c'est sûr et c'est tout à fait normal.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis sur la chaîne YouTube de WorldBrit ou sur le site également des tonnes de témoignages de tous les âges, d'accord, des jeunes de 15 ans, 20 ans, 30 Qui ans, racontent leur 40 ans, expérience. et qui disent maintenant, voilà, si j'avais su, ben, je l'aurais fait avant parce que c'est pas du tout douloureux comme on pensait. Bon, il faut savoir aujourd'hui que les techniques en opératoire, d'accord, quand on fait une anesthésie, même si c'est une anesthésie locale, c'est zéro douleur. Zéro douleur. Alors, on va peut-être sentir l'anesthésion, mais c'est zéro douleur. D'ailleurs, les gens me disent tous, mais si j'avais su, je serais venu avant, parce que ça fait moins mal que chez le dentiste. Mais psychologiquement, c'est dur. Il faut les rassurer. Alors, le mieux, c'est qu'ils appellent les jeunes. On a des tonnes de numéros, ils peuvent les appeler, leur dire, voilà, comment tu as souffert, ça t'a fait mal, pas mal. Et là, vous allez voir que tout de suite, la peur, elle s'en va et c'est terminé. En dehors de cela, on a des médecins et chirurgiens qui sont aussi très compétents, qui les rassurent par rapport à cela. Ils peuvent regarder également tous les rapports en urologie, etc., et qui vont confirmer ce que nous disons. Alors, j'imagine que tu as vécu des histoires incroyables. Tu parcours les 4 coins du monde pour faire ces Brit Milot pour adultes, même pour enfants, mais spécialement pour adultes. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter, des expériences que tu as pu vivre? Tu m'as parlé une des histoires d'un jour d'un monsieur de 70 ans que tu as opéré. Ouais, alors ça c'est assez récent, hein. C'est assez récent. C'est un Chabad qui m'a appelé parce que les Chabad ils ont énormément, donc ils rentrent en contact avec tous les gens qui sont éloignés. Ils ont un gros travail. Ils nous amènent beaucoup de jeunes justement qu'on aide justement à rentrer dans l'alliance. Alors lui il m'appelle et il me dit écoutez voilà j'ai une personne en face de moi qui n'a pas fait sa Brit Mila. Je voudrais lui mettre les tefilines, mais il me dit mais j'ai pas la Brit Mila. Alors, il faut savoir déjà qu'on peut mettre les tefilines, mais on verra cela, on en parlera. Oui, bien sûr, mais, on verra ça, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec la Brit? Bah oui, les gens se trompent là-dessus. En tout cas, il me dit, OK, il n'y a pas de problème, passe-le-moi, je vais l'aider. Il me dit, oui, mais bon, il a 70 ans. Alors, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je parle avec ce monsieur, un peu, c'était une personne qui était en plus dans le médical. Alors, je lui montre l'importance de la Brit Mila, etc., et les changements que ça peut opérer en lui. Il dit, oui, mais vous savez, moi je suis après, quoi. Je veux dire, maintenant, à 70 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis, vous êtes loin d'être après. Vous ne pouvez pas imaginer comment le monde, il peut se transformer devant vous. Et le gars, bon, il n'était pas... C'est très cartésien, hein, un médecin, le mec, le type, bon, j'y crois pas trop, etc. et tout. Moi, j'ai dit, écoutez, venez, on continue à en discuter, et on fait les plus et les... On va peser les pour et les contre. Et au bout d'un moment, il me dit, écoutez, banco, je vais le faire. Et c'est quoi qui l'a convaincu? En fait, parce qu'il se rend compte qu'il y avait... Enfin, au début, je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment, mais je lui ai montré, effectivement, bon, tout le côté chirurgical, etc., pour lui, ce n'était pas un problème. Maintenant, il y avait quelque chose. Il sentait qu'il n'était pas sur les rails de sa vie. Ça, c'est très profond chez le juif non circoncis. Ils sentent qu'ils ne sont pas sur les rails de leur vie, ou en tout cas, ils sentent que leur vie, elle est pas comme chez les autres. Ils ont beau partager des choses avec les autres, ils sentent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors on peut jouer à la politique de l'autruche toute sa vie. Lui, c'était pas le cas. D'accord, le pauvre, c'est que il voulait, sa mère ne l'a pas laissé. Il voulait même aller dans une école juive, sa mère ne l'a pas laissé. Bon, pour des raisons qui sont les siennes. La mère étant partie de ce monde, j'ai juste appris qu'il a eu ce réveil et que ce rabat l'a rencontré. Donc c'était quand même, c'était tout de suite, quoi. Et donc, quand j'ai commencé à lui parler, ça lui a fait tilt. Il a dit, là, oui, apparemment, j'ai mis le doigt sur quelque chose qu'il ressentait dans son subconscient, d'accord, je ne sais pas comment appeler ça, mais qui n'arrivait pas à définir vraiment. Et là, j'ai mis un petit peu le doigt sur ça. Donc, il m'a dit, banco, on a fait la Brit. Et le jour de la Brit, il est arrivé, il était très, très, très ému, d'accord, mais très... c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, d'accord, mais il était très content. Mais au bout d'un moment où je commence l'opération, blackout. Plus un bruit. Il s'est évanoui? Alors, c'est ce que j'ai eu peur. J'ai flippé tout de suite. Il me dit, il est en train de nous faire un vagal. Donc, je regarde de l'autre côté du rideau opératoire, puisque moi, j'étais avec le chirurgien en train d'opérer avec lui. Et en fait, j'ai compris tout de suite. Quand j'ai vu son visage, j'ai compris. Et j'ai dit, allez-y, lâchez-vous. Et là, il s'est mis à pleurer comme un bébé pendant 20 minutes. 20 minutes, il pleure. Et il pleure. Au tel point que même le staff opératoire qui était là, il disait « Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, etc. » J'ai dit « Non, vous en faites pas, ça fait juste 70 ans que ça attend, donc c'est normal. » Et donc après, tout de suite après, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc à la Seudat Mitzvah, puisqu'on fait une Seuda qui est très importante, puisqu'on va donner le prénom juif à la personne. En règle générale, ils n'ont pas de prénom hébraïque. Et en dehors de cela, on va leur faire un kidouche et ils vont un petit peu dévoiler leur histoire. Et donc là, il m'a confié que
au moment où on a commencé l'intervention, déjà, il a vu apparaître devant lui son père et son grand-père. Mais il a été ébasourdi, et qui eux souriaient. Donc il y a quelque chose, il faut savoir qu'une Brit Mila, c'est quelque chose de très 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 fort. Hein. C'est pas rien que c'est la première mitzvah qu'un enfant y fait. Donc là, quand ça a attendu autant de temps, c'est très très fort. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'il soit en anesthésie générale, pour qu'il ressente ce moment qui est tellement fort en eux. Et là, il voit son père et son grand-père en train de sourire. Et après, il m'a dit, quand vous avez coupé, j'ai senti que vous m'avez coupé la chaîne d'un boulet que j'ai traîné pendant 70 ans. Wow. Et c'est sur ça que vous avez mis le doigt et que je voulais vérifier est-ce que c'était vrai ou pas. Et tout de suite, il l'a senti lui. Les autres, c'est pas forcément dans les médias parce qu'il y a tout le temps il y a le côté opératoire, le côté chirurgical. Mais lui, c'était direct parce qu'il était relâché et il a senti cette chose-là. Aujourd'hui, c'est une personne qui m'a dit, je suis en relation encore avec lui, il m'a dit, mais vous m'avez fait découvrir un nouveau monde. C'est-à-dire que la vie avant Brit Mila et après Brit Mila n'a plus rien à voir. Et ça, c'est des centaines et des centaines de jeunes qui nous l'ont témoigné. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des symptômes. C'est des gens qui ont beaucoup de mal avant cela à prendre des décisions, à trouver leur moitié, à sentir un épanouissement intérieur. Au niveau de la Torah, on explique tout simplement qu'une grande partie de l'âme ne peut pas rentrer dans le juif tant qu'il n'est pas circoncis. Ben donc automatiquement, il ne peut pas arriver à une véritable sérénité. Parce que l'âme, c'est pas du religieux, c'est quelque chose intérieur qui fait partie même de l'épanouissement et de l'être de la personne. On est tous composés d'un corps et d'une âme. Celui qui veut pas y croire, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas besoin d'être religieux pour cela. Mais en tout cas, ils sentent du coup que le changement est fondamental. Donc là, tu nous racontes une histoire qui se passe en France, mais à ma connaissance, tu parcours le monde entier avec des histoires folles plus l'une que l'autre. Ouais, bah oui, effectivement, c'est qu'ils sont pas tous en France, effectivement, et en plus, World Brit, on s'est donné pour mission également de faire la Brit, quel que soit le lieu de la personne. D'accord ? Il y a des gens qui sont, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était une des raisons, et donc pour pallier à cela, justement, de pouvoir envoyer des Mohalim dans le monde entier. Bon, et là, il s'avère que je suis allé assez loin. C'est quoi le plus loin que tu as fait ? Le plus loin en dehors des îles, du Pacifique, etc., je pense que celui qui m'a le plus impressionné, c'était en Amazonie. En Amazonie, ah ouais. En Amazonie, avec un juif qui est arrivé là-bas, qui parcourait le tour du monde, et un vrai Tarzan, le type, d'accord ? C'était un vrai... il est arrivé avec son embarcation jusqu'au fleuve en Amazone, et là, personne ne pouvait venir lui faire la bride, et il tenait à le faire. D'accord ? Pour un enfant, là, c'était un enfant qui venait de naître. Hein. Donc évidemment, nous, les deux conditions, c'est de s'assurer que l'enfant est juif. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Comment tu vérifies ça ? Alors là, en fait, la mère était une Brésilienne, et donc on est passé directement, on a eu un contact avec le Brésil, et on a réussi à avoir sa Théodatia Hadout, c'est-à-dire son certificat de judéité. C'était une Cohen d'ailleurs. Et donc, grâce à cela, donc une fois qu'on était sûr que le bébé était juif, donc banco, voilà, c'est parti. Mais c'est pas parti comme d'habitude, puisque c'était quand même plus de 30 heures de voyage pour arriver jusqu'à lui. Et là, c'était très très épique. Pourquoi ? Parce que je m'en rendais pas compte au début. Hein. Mais une fois que tu prends les avions, tu finis les avions. Après, il faut prendre la Jeep, il faut télécharger les cartes, parce qu'il y a, c'est pas qu'il n'y a pas Internet, c'est que t'as pas de téléphone. D'accord. Donc une fois que tu es là-bas, si tu le rates. Tu t'es fait 30 heures pour rien. Et Mina Shamaim, j'ai cherché, et c'est que quand j'étais en pleine jungle, là, je me dis, attends, mais tu es un fou. Parce que tu vas peut-être pas le trouver, le gars, et tu n'as aucun moyen de... Il faut repartir à un endroit pour refaire... Bon, il avait des délais de 24 à 48 heures sur un message WhatsApp, d'accord ? Donc, pour vous dire comment c'était dur. Et là, j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai dit, bon, Akadosh Baruch Hu, maintenant à toi. À toi de jouer, parce que là, moi j'ai fait ma part, mais là dans la jungle, le gars, tu me dis, tu prends 25 km nord-ouest, et après tu prends... Wow. Bon, et Mina Shamaim, au bout d'un moment, je tourne, et je vois quelqu'un par terre, je dis, oh là là, lui, il doit parler anglais, c'était pas un arborigène, donc on va lui poser la question. Et le gars, il me regarde, il me fait, mais vous êtes Rav Kadosh? C'est vous, Abraham Kadosh? Alors je dis oui. Il dit, ben voilà, je suis le père. Mais non. J'ai dit, oh, mais il me dit, mais vous avez mis du temps. Il me dit, oui. Presque, il m'a engueulé. Alors je dis, attends, écoute. Bon, Mina Shamaim, c'était très, très épique parce qu'en fait, c'était une brite, on s'est retrouvés à 3. Il y avait donc le papa, la maman et moi.
Il n'y avait personne, d'accord? Et ils vivaient dans un tout petit bateau, l'embarcation. C'était le côté viable, c'était peut-être 2 mètres sur 2 mètres. Après, tout le Et reste, quoi, tu as fait l'abri dans un bateau? on a fait la bride dans le bateau. Ouais, Wow. il y avait pas, le gars, il n'avait pas de maison, il n'y avait rien, hein. Donc j'ai fait la C'est bride. pas stable, hein. C'est quoi? C'est un vrai bateau ou c'est... C'est un bateau, oui, non, stable. On arrive à, une fois que tu es, parce qu'il s'est amarré, hein. Il est Ah, ça venu, amarré, ok, il est d'accord. venu s'amarrer, et il est venu s'amarrer. Bon, entre guillemets, moi, je voulais à tout prix faire migvé, parce que j'ai l'habitude de faire migvé avant de chaque Brit Mila. Donc, mais j'ai dit, attends, laisse-moi 2 minutes, je plonge et je ressors. Il m'a dit, ah non, si tu plonges, tu ressors pas. Il m'a dit, Pourquoi il y avait quoi dans l'eau? il m'a dit, c'est plein de requins. Ah, de requins? Requins. C'est carrément, c'est tout le fleuve de l'Amazone on était à l'affluent avec la mer. Il m'a dit, tu te fais bouffer en 2 secondes. D'accord. J'ai dit, bon, écoute, je vais aller. J'ai vu une plage quand je suis venu là sur le truc, à quelques kilomètres de là, je reviens. Il me dit, non, mais cette plage, tu as bien vu qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Je dis, ouais, pourtant c'est super propre, c'est mignon comme tout. Je dis, ouais, mais c'est pas une plage, c'est des sables mouvants. D'accord. Donc tu rentres là-dedans, et après tu as les crocos qui arrivent, qui ont le petit déjeuner pour eux, quoi. Donc j'ai jamais vu quelque chose d'aussi hostile. Bon, finalement, on est parti dans la jungle carrément, on a dû marcher 1 heure, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un Tarzan, le type. Parce qu'en 5 minutes, il avait déjà fait toutes les provisions pour la semaine, d'accord? Et des fruits, et des trucs, et des ci, et des ça. Et après, donc, on a trouvé cette source, Mina Shamaim, c'était extraordinaire. Et on s'est T'as pu faire le trompé. migvé avant de faire la... Alors, donc j'en fais migvé, on est revenu, ça nous a pris 1 heure aller, 1 heure retour, mais ça valait la peine de voir cette jungle qui est impressionnante. Je veux dire, j'ai jamais vu des choses pareilles, de se balader dans des arbres, de voir des plantes carnivores qui bouffent un oiseau, des choses comme ça. C'est d'une hostilité pas possible. Chaque pied que je posais, je savais pas sur quoi. Voilà. Donc ça, c'était très, très épique. Pour revenir sur ce parcours que tu as fait, plus de 30 heures, marché, etc., est-ce que tu ressens une aide du ciel? Parce que je vois dans les histoires qui reviennent, que tu racontes, souvent tu as des cas qui arrivent. Ah ouais, non, c'est une ashgacha de fou. C'est pour ça qu'il faut. Providence divine. C'est vraiment une providence très, 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 très forte. Par exemple, tu m'as raconté une histoire à Toulouse une fois. À Toulouse, c'était impressionnant aussi, oui, c'est vrai, parce que moi, je suis originaire de Toulouse, j'ai vécu plus de 20 ans à Toulouse. Mais après après, je suis parti donc à la Yeshiva, etc. Et j'ai commencé avec WorldBrit. Et là, 10 ans plus tard, je me retrouve à Toulouse à chercher justement une clinique. J'avais plusieurs jeunes qui n'avaient pas la Brit Mila et je voulais à tout prix le faire sur place. Je voulais pas les envoyer à Paris. Et donc je suis allé chercher. J'avais un collègue qui était un chirurgien esthétique, qui avait donc un bloc opératoire et je voulais voir si c'était apte à pouvoir faire les interventions chirurgicales. On reste très professionnel là-dessus, d'accord. Il faut que tout soit clean. Et donc quand j'étais en voiture comme ça, je me retrouve dans les embouteillages de Toulouse. Alors évidemment, toutes les pensées qui me reviennent, parce que j'ai fait toutes mes études là-bas, donc chaque rue, chaque coin, etc., c'était des souvenirs. Et d'un coup, quelqu'un qui me tape au carreau, je sursaute complètement, d'accord, je dis qu'est-ce qui se passe? Je vois un Sud-Américain, un profil comme ça, Sud-Américain. Donc je baisse la vitre, il dit, et le gars il me regarde, il me fait Avram Kadosh. Encore une fois, je dis, c'est pas possible. Je viens de Jérusalem, j'ai tapé 4000 km, je suis pas venu depuis 10 ans dans cette ville, on est dans des embouteillages, et le gars il me dit, écoutez, je dois faire la Brit Mila, je suis moi du Chili, la fille à qui je suis est du Pérou, etc. On est ensemble, etc. Mais elle me dit qu'on veut se marier, mais pas que je sois pas circoncis. Donc on a cherché sur Internet, on a trouvé WorldBrit. Et du coup, là, je vous vois passer, donc je vous demande directement. Incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez. Quelle providence pour une chose pareille. Bon, Mina Shamaim, de fil en aiguille, mais évidemment, on lui a fait la Brit, et aujourd'hui, ils sont mariés comme il faut. Il y a aussi, je crois, il n'y a pas longtemps, une histoire qui t'est arrivée à un Shabbat, organisé par Torah Box, tu m'as raconté. Ah ouais, c'est très, très, très récent. Hein. C'était incroyable. En fait, dans cette mission, il faut apprendre. On apprend petit à petit que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des gens, c'est pas pour rien. Là, il s'avère qu'en fait, c'était juste le traiteur qui nous avait demandé de recevoir des jeunes, des serveurs. Donc ma femme avait accepté. Et donc il y en avait 2 qui sont venus dormir chez nous, puisqu'on habitait tout près donc de la maison de Torah Box. Et donc en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à discuter avec le gars. Et après, au bout d'un moment, je lui dis, tiens, alors voilà, ta famille, etc. Et tout. Il me dit, ouais, moi j'ai un frère, etc. Mais il est encore loin, etc. Donc ça m'a fait tilt, il est encore loin.
Et après, mais de fil en aiguille, en fait, bon, j'ai découvert qu'effectivement, son frère n'était pas circoncis. Ah, donc le frère du serveur n'était pas Le frère du serveur. Donc ma femme, elle a rigolé parce que voilà, je vois, et ça m'est arrivé multiples fois qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien, il faut juste tendre l'oreille, et en fait, on s'appelle qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne les te met sur la voie. Voilà. C'est incroyable. On va revenir évidemment après sur ces histoires incroyables que tu as pu vivre. On a répertorié un peu toutes les idées reçues sur la Brit Mila. Donc d'une manière générale, là on passe vraiment d'une manière générale sur la Brit Mila. Ok. Et on va profiter qu'on a un expert du sujet pour te poser toutes les questions. Tu vas me dire si c'est vrai, si c'est faux. Alors sur les idées reçues qu'on a sur la Brit Mila, on entend souvent qu'il est préférable de choisir un Moël qui est médecin. C'est plus rassurant qu'un Moël classique qui n'est pas médecin. Qu'est-ce que tu en penses? Préférable, ça l'est pas, puisque un Moël, il est très très professionnel dans son domaine. Et quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de prendre le Moël parce qu'il est médecin. D'accord? Il faut le prendre parce qu'il est Moël. S'il est médecin en plus, ok, mais il faut le prendre justement parce qu'il est Moël, et pas parce qu'il est médecin. Parce que c'est un bon Moël, tu veux dire? Parce que, oui, il vient en tant que Moël. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la Brit Mila, ce n'est pas qu'un acte chirurgical. Sinon, comme tout acte chirurgical, on irait chercher le meilleur médecin et on ferait ça dans une clinique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas faire cela? D'accord? Alors que ce qu'il veut, c'est à tout prix protéger l'enfant, mais surtout le faire rentrer sous les ailes de la protection divine. Donc il y a quelque chose de spirituel qui est très fort et qui va donner un potentiel énorme à l'enfant. Or là-dessus, la Torah nous demande justement de prendre un Moël, au-delà de ses compétences professionnelles, qui soit également tzaddik, d'accord, avec des bonnes midotes, ireshamaim, qui connaissent la halakha. Donc il faut faire attention que de choisir la personne en tant que Moël et non pas en tant que médecin. Donc en fait, tu es en train de dire qu'un Moël, il est plus spécialiste de la Brit Mila qu'un médecin. Il connaît mieux. Oui, puisque c'est l'acte qu'il fait sans arrêt tous les jours. D'accord? Donc de la même façon que ça ne viendrait pas à l'esprit d'aller voir un médecin généraliste pour faire une intervention à cœur ouvert, je vais aller voir un cardiologue qui est un professeur. Là, en fait, il faut savoir que les professionnels de la Brit Mila, c'est le Moël. D'accord? Donc il y a des médecins, malheureusement, qui veulent se faire comme Moël, parce que, bon, couper un prépuce, c'est pas compliqué pour eux, mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la halakha, ils ne connaissent pas le shiur qu'il faut prendre, la quantité qu'il faut prendre, etc., les façons dont on le fait, et surtout, comme j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses au-delà de la chirurgie et qui vont donner une influence et un potentiel au bébé spirituellement. Donc ça, il faut pas du tout l'ignorer. Mais des fois, il y a des doutes. Est-ce qu'on doit faire la Brit? Est-ce qu'on ne doit pas faire la Brit? À qui on demande est-ce qu'on fait la Brit? D'abord au médecin, d'abord au Moël. C'est qui peut nous certifier le bon moment pour faire la Brit Mila? Est-ce que c'est pas un danger pour l'enfant? On parle de jaunisse, etc., pour parler d'un cas qui revient le plus souvent. Alors il faut savoir qu'il n'y a que le Moël qui peut fixer la date de la Brit Mila. Maintenant, chaque Moël qui suit une formation et qui travaille toujours conjointement de toute façon avec les médecins, la médecine est extrêmement importante, et donc on prend les avis des différents médecins, etc., que ce soit en hématologie, que ce soit au niveau de n'importe quel domaine dans lequel il peut y avoir un problème sur le bébé. Mais il faut savoir que parfois la médecine va dire qu'on peut faire une circoncision. Par exemple, il y a un taux assez élevé de jaunisse. Le médecin va dire non, c'est pas grave, vous pouvez le faire. La Torah dit non. À partir du moment où il y a un taux de jaunisse qui est très élevé, ça veut dire que le foie n'est pas arrivé à sa maturité, il y a un danger pour le bébé, on retarde la Brit Mila. Donc on voit que on ne peut pas s'arrêter maintenant à l'avis médicale uniquement. Évidemment, si l'avis médical dit que maintenant il y a un danger, il n'y a jamais un cas où l'avis dit qu'il y a un danger de mort alors que la Torah ne le dit pas. Puisque même dans un doute, on repousse toute la Torah entière. Donc d'abord c'est le Moël, on écoute l'avis des médecins, mais c'est le Moël qui va fixer le jour de la Brit Mila. Et c'est quoi les cas qui arrivent le plus souvent, pour lesquels on peut repousser une Brit Mila? Le plus fréquent, c'est la jaunisse, d'accord? Il peut y avoir des problèmes de température, d'accord, sur lesquels les médecins ne vont pas forcément faire attention une fois que ça revient, mais par exemple, au niveau de la halakha, s'il y a eu une hypothermie, par exemple, il faudra repousser parfois la Brit de 8 jours. Et ça, si le Moël ne demande pas ces choses-là, il peut passer au travers, et du coup, là, ce n'est pas arrivé au jour véritablement de la Brit Mila. Parce qu'il faut faire attention. Les gens se disent, bon, j'ai pas eu de chance, mon fils, il n'a pas pu faire la Brit à 8 jours, donc j'ai dû repousser. Non, pas du tout. C'est-à-dire que le jour que le Moël va décider d'après la halakha, c'est ça son 8e jour. Et ça, il ne faut pas faire erreur là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas apte à recevoir la Brit Mila. Donc son 8e jour, c'est maintenant, même si ça arrive au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Et même si on n'a pas le temps d'organiser ça avec la famille, etc., on doit le faire quoi? Il faut le faire vite, mais bon, tout le monde y arrive. Un cas qu'on a pu voir pendant la période du Corona, les parents préfèrent faire une Brit Mila dans un hôpital, donc dans un endroit stérile, et pas peut-être dans une synagogue, une salle avec des dizaines et des dizaines de gens autour du bébé.
Est-ce que c'est vrai que c'est mieux de faire ça dans un hôpital? Alors, totalement faux. Alors, premièrement, au niveau du corona, c'est sûr que non, d'accord, parce Pourquoi? que de demander d'aller de rentrer un bébé de 8 jours dans quand il y a une pandémie, c'est la dernière chose à faire. De rentrer dans un hôpital, d'accord. De rentrer dans un hôpital, donc c'est complètement fou et interdit complètement de rentrer un enfant. D'ailleurs, les hôpitaux sérieux ne faisaient pas rentrer de bébé pendant tout le corona. Il y avait des façons de faire. Et donc, c'est là où, effectivement, on prend un avis médical qui est important. Mais quand on doit faire une Brit Mila, et on a pu la faire pendant le Corona, ben on prenait zéro risque, on faisait pas de fête, on prenait que un Moël, le Sandak, ou le père même carrément du bébé, qui avait l'habitude d'être avec le bébé, on fait la Brit et c'est terminé. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire des Brit Milotes sans problème, en se prémunissant, en mettant les masques, etc., etc. Donc ça, il faut faire très, très attention là-dessus. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est que une fois, j'ai fait une Brit Mila où il y avait beaucoup de chirurgiens, non juifs, qui n'avaient pas l'habitude donc d'une circoncision, mais comme le père était chirurgien, ils sont venus assister pour lui dire bravo, d'accord, parce qu'ils disent pas Mazel Tov, ils disent bravo, mais en tout cas, et à un moment donné, quand je vais pour commencer l'intervention, et là il y a un chirurgien qui arrive vers moi, il dit vous allez pas me dire que vous allez faire ça ici, avec cette chaleur, avec le monde qu'il y a, c'est une septicémie assurée là, vous avez une infection, je vous laisse ma carte, vous allez m'appeler, c'est sûr. Alors moi j'ai rigolé, etc. Bon, alors évidemment, il faut faire attention parce que les Moalim sont très compétents, d'accord? Ils sont formés par rapport à cela, ils prennent des produits stériles, d'accord? Même si on n'est pas à 100% stérile, c'est vrai, mais c'est la Torah qui nous demande de le faire ainsi, d'accord? Je le répète. Donc on fait attention au niveau de l'hygiène, des mains, des outils, tout ce qu'il faut, d'accord? Mais on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. D'accord? C'est comme, mais dans toute pathologie et comme dans toute chirurgie, ça sera la même chose. D'accord? On pourrait dire qu'il n'y a jamais zéro risque. Alors, c'était intéressant parce que lui, il était sûr il y aurait eu une infection. Donc, j'ai pris son numéro. Bon, j'ai quand même fait la Brit Mila et je l'ai appelé. Quelques heures après, je l'appelle, je lui dis, voilà, je suis le circonciseur, d'accord? Hein, J'avais raison. Je vous avais dit. Donc, venez me voir vite. Je dis, non, écoutez, tout s'est bien passé. Il n'y a rien eu. Mais par contre, sachez une chose, que la seule fois où les parents ont insisté pour que l'intervention se fasse à tout prix dans une clinique, c'est là-bas que l'enfant il a réussi à attraper un microbe. Donc il faut faire attention là-dessus. Donc on a des tfilotes aussi, il faut aussi savoir prier, d'accord? Mais on minimise les risques au maximum, mais on suit la tradition de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Amérique, depuis le Corona, on a tous un peu peur, etc. Et donc le fait qu'il y ait du monde qui tousse, etc., il n'y a pas un danger qui est beaucoup plus fort? Non, puisque là, on voit que... moi, j'ai demandé d'ailleurs à des grands professeurs, même pendant le Corona, comment faire la Brit Mila dans ces moments-là. Et c'était pas du tout le fait de le faire en milieu complètement dans les cliniques, etc., qui a été recommandé. Pas du tout. À quel point un enfant, quand on lui fait la Brit Mila, souffre de la Brit Mila à 8 jours? Alors, si vous regardez bien, si vous observez, vous allez voir qu'un bébé, il pleure avant la Brit Mila, mais pas après. Alors, pourquoi avant? Alors on va dire qu'après, on lui met un truc dans la bouche pour le calmer. Non, quoi, vous mettez de l'eau à un bébé qui a mal, il pleure, hein. Il faut savoir, un bébé à cet âge-là, il se retient pas. S'il a mal, il pleure, d'accord? Donc, quand vous voyez que le bébé, il est calme tout de suite après, et même quand vous lui enlevez la tétine, c'est qu'il a pas mal. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les techniques que l'on emploie, les produits que l'on met sur le bris, etc., calment tout de suite. Vous savez que quand vous faites même une incision, vous vous coupez, vous le sentez pas, vous le sentez après, mais vous en êtes même pas rendu compte. Donc là, il faut savoir que les techniques sont très, très, très fortes. Il faut savoir qu'un Moël, il suit tout un cursus pour savoir comment le mieux intervenir, parce que ce qui est important, c'est qu'Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'il y ait le moins de douleur pour le bébé. C'est primordial à savoir cela, d'accord? Si Akadosh Baruch Hu avait besoin qu'on utilise un anesthésiant, on l'aurait fait. Il ne demande pas cela. Donc ça veut dire que c'est pas pour rien, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on obtient aujourd'hui avec des techniques extraordinaires, et on le voit que le bébé, il a mal. Pourquoi? Parce qu'on le touche avec du fer au début, on le déshabille, il a froid, mais après la Brit Mila, il est très calme. Donc s'il est très calme, en fait, il faut comprendre qu'en fait, c'est pas à ce moment-là qu'il a mal du tout, d'accord? Donc il faut rassurer les parents par rapport à cela. Et faire une Brit Mila, c'est un choix uniquement religieux. En préparant cette émission, là, on a beaucoup fait de recherches sur le sujet. On a vu que, par exemple, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois aux États-Unis, plus de 58% des gens sont circoncis. Donc, est-ce que c'est un acte religieux en soi? Alors, c'est un passage obligé au niveau de l'identité du juif. C'est très important de réaliser ça,
D'accord? Donc c'est sûr qu'on touche au niveau du spirituel ici. C'est évident. Mais il faut savoir une chose. On ne le fait pas que pour le côté hygiénique. Alors, il y a énormément d'avantages, d'accord? Malheureusement, les gens, à cause de la poubelle d'Internet, ne regardent pas ce qu'il faut comme rapport en urologie par des experts, etc., qui montrent les bienfaits de la circoncision. D'accord? Et donc, les gens vont nous crier, on touche à l'identité du corps, on touche ci, on touche ça, les plaisirs sexuels ne seront plus les mêmes, etc. Des bêtises sans fin. Parce que si c'était le cas, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus une personne circoncise, d'accord? Et notamment chez les non-juifs. On pourrait dire même que le côté religieux. Mais nous, c'est pas que ça qui nous intéresse. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a tout prévu. Sachez que le 8e jour, c'est quand même le seul jour de toute la vie d'un enfant dans lequel le taux de coagulation est le plus élevé pour toute sa vie. Il monte à 120%, d'accord? Alors que ça va redescendre tout de suite après. Vous allez me dire, c'est un hasard? Chez nous, on comprend que ça n'est pas. D'accord? Mais en tout cas, au-delà de cela, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très très fort qui va se faire par cet acte-là de la Brit Mila, et qui touche, je répète, et je tiens à insister là-dessus, qui touche au niveau de l'équilibre intérieur, d'accord, de l'épanouissement de l'enfant, parce qu'on touche au niveau de son âme ici. Donc même si on veut le déconnecter, chez nous c'est sûr qu'au niveau religieux il y a des choses beaucoup plus fortes que cela, hein, je ne vais pas tout exposer maintenant, mais quand vous regardez ce que le Zohar dit par rapport à la Brit Mila, etc., c'est quelque chose d'inouï, d'accord, c'est très 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 profond. Mais même au-delà de cela, il faut comprendre qu'on aide l'enfant à lui donner toutes ses capacités à travers la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure que tous les jeunes, et on l'a constaté sur des centaines de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être circoncis, mais on a constaté des symptômes très très forts au niveau psychologique. Et ça, c'est de la même façon que parfois les gens nous disent je choisirai plus tard. Alors justement, c'était une des questions que j'allais te poser. Pourquoi certains parents refusent de faire la Brit Mila à leurs enfants? C'est quoi les raisons aujourd'hui qu'on donne? On entend souvent cette histoire de dire à l'enfant on choisira plus tard. Alors c'est malheureusement une manque de connaissance, de prise de conscience de la part des parents. Encore une fois, à cause de Internet, à cause des réseaux, les gens ne regardent pas les choses comme il faut. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit de ne pas mettre un enfant à l'école et de lui dire, écoute, à 20 ans, tu choisiras si tu vas être médecin ou si tu vas être avocat. Ben, c'est foutu, d'accord? Tu n'as pas donné les outils pour pouvoir arriver à cela. Ben, il faut savoir que c'est pareil. De ne pas faire la circoncision à un juif, ben, c'est de le mettre dans la boue pendant 20 ans et après lui demander, débrouille-toi, pourquoi tu es sale, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors, les gens vont dire, mais non, mais c'est pas la même chose, là. Tout le monde comprend que de suivre un cursus scolaire, c'est nécessaire. Mais si on réalise que la personne que vous avez mis au monde, ben, il a aussi une âme, donc il faut comprendre que maintenant, si Akadosh Baruch Hu, celui qui lui donne à vivre, celui qui lui donne à respirer, celui qui lui donne cette âme-là, nous a demandé de le faire, avec un petit peu d'humilité, on va comprendre que c'est peut-être effectivement que pour son bienfait. D'accord? Donc c'est pour ça que ça, c'est la première chose. Au niveau de l'identité du corps, etc. et tout, tant que tout ça, c'est encore du lavage de cerveau qui est arrivé maintenant avec Internet. Et encore une fois, les gens ne regardent pas dans les rapports de professionnels au niveau médecine, au niveau autre, au niveau pour pouvoir véritablement faire un choix. Et ça, c'est dommage. Les gens se disent maintenant, j'ai entendu ça, je pense que, mais en attendant, ils ne se rendent pas compte que l'enfant, pendant ce temps-là, il va s'ouvrir pendant 20 ans, et ensuite, ça va être tout un processus beaucoup plus difficile pour lui à faire. Alors maintenant, on a plein de questions sur la Brit Mila qu'on pose en général, là, voilà, quand on est en train de discuter avec les gens, mais on ne les pose jamais à Moël. Et là, on va en profiter. Les questions qu'on a sur la Brit Mila, pourquoi les Moëls ne sont jamais d'accord sur le poids minimum du bébé pour faire une Brit Mila? Des fois, on entend 2,2 kg, des fois 2,8 kg. Pourquoi c'est quoi le poids minimum pour un bébé? Il n'y a pas de poids minimum. La Torah ne parle pas de poids. Or, la Torah donne les critères à partir desquels on peut faire une Brit Mila. Ce n'est pas mentionné ni dans la Gemara, ni dans les décisionnaires, la notion de poids. Ce qu'il faut, c'est que le bébé soit en bonne santé. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les médecins, pour pas s'embêter, ils ont dit un bébé à 3 kg, 3,5 kg, il a un bébé qui est normalement en bonne santé. Et donc, les gens, ils ont pris ça, ils ont dit, voilà, les médecins ont dit qu'il faut le faire à partir de 3 kg, 3,5 kg, etc. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une moyenne.
Mais pour un bébé, on n'a pas le droit d'aller d'après une moyenne. Alors j'ai compris, mais là, tu parles de médecins qui te disent 3 kg, 3,5 kg. Moi, je te parle d'un moelle qui dit on peut faire la Brit Mila à 2,3 kg, et un autre qui va dire non, c'est 2,8 kg minimum. Et des fois, il faut attendre plusieurs jours pour arriver à ce poids-là. Alors, il faut comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir un moelle expérimenté. C'est pour ça qu'il faut en prendre quelqu'un qui aussi prend des avis, d'accord, qui est capable également de toujours, en collaboration avec les médecins. Alors, en règle générale, il faut savoir une chose comme ça, c'est qu'un bébé qui est né en bonne santé, d'accord, quand on dit en bonne santé, que tout est parfait, on voit que sur sa feuille de sortie, tout est OK, d'accord, est un bébé qui a du tonus, même s'il fait 2,2 kg, j'ai pas de problème de lui faire la Brit Mila. Par contre, je ferai pas un bébé de 4 kg qui est apathique. Qui a pas? Apathique. OK. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va pas. Donc le poids n'est pas le référentiel absolu. D'accord. Par contre, je tiens quand même à préciser que si on parle d'un bébé qui est né prématuré, 1,5 kg, 1,2 kg, 1,8 kg, j'en sais rien, 2 kg, donc on voit que là, il y a un métabolisme qui n'est pas terminé. Donc là, il faut se mettre tout de suite en relation avec les médecins, et à partir du moment où les médecins diront « l'enfant est maintenant rétabli », à ce moment-là, on va compter le nombre de jours nécessaires pour faire la Brit Mila. Donc là, c'est complètement différent. Pareil sur un processus où l'enfant est en processus de convalescence. Donc là, à ce moment-là, on pourra attendre plus que d'obtenir un certain poids pour pouvoir faire la Brit Mila. Mais en soi, c'est pas le critère de décision. Très bien. Combien ça coûte un moelle, une prestation de moelle? Alors, on entend toutes les choses. Un prix fixe, un prix variable, pas de prix. Ouais, qui définit le prix d'un moelle? C'est quoi? Il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La plupart des moelles ne demandent pas d'argent. Ce que les gens veulent donner, ils veulent donner parce qu'il faut savoir que s'il a des Brit Milot tous les jours, il ne peut pas travailler pendant ce temps-là. Donc, il faut quand même essayer de compenser cela. Il y en a certains qui sont très professionnels et qui le font payer très cher. D'accord, mais ils disent bon, s'ils me veulent à moi, je demande pas. Ils demandent pas, mais ils sont tellement connus que ils demandent un certain tarif. D'accord, j'ai vu ça. Et encore une fois, ils ont tout à fait le droit de le faire. La seule chose qu'on n'a pas le droit à un moelle, c'est de refuser une bride pour des parents qui n'auraient pas les moyens. D'accord. Ça, c'est très grave. D'accord. Mais en règle générale, j'ai jamais vu des personnes qui feraient une telle chose. D'accord. Et il y a des gens comme moi qui ne demandent pas demander de l'argent pour la bride, mais si vous voulez aider pour ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, par contre, donc là, on accepte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on a besoin d'aide par rapport à cela. Donc il n'y a pas de règle en règle générale. Ce qu'il faut, c'est écouter un petit peu, tendre l'oreille. C'est comme ça qu'on choisit un moelle. On appelle les parents qui sont passés avec tel moelle. Vous avez été satisfait? Comment ça s'est fait? Avant, pendant, après, etc. Donc ça, et en fonction de ça, après, chacun donnera en fonction de ses moyens. Très bien. Un sujet qui paraît un peu bizarre, mais qui revient souvent dans les discussions de Brit Mila. Qu'est-ce qu'on fait du prépuce qui a été coupé juste après? Même des fois, certaines coutumes parlent de le... on va le dire, de le manger pour une femme qui serait stérile. Est-ce que ça, c'est de l'info ou de l'intox? Complètement interdit, complètement... on voit que c'est écrit dans les décisionnaires, mais qui crie justement sur cette habitude qui est passée, je ne sais pas dans quel pays exactement ils auraient pu faire une telle horreur. D'accord, comme quoi ça serait une ségoula pour pouvoir avoir des enfants, mais en tout cas c'est strictement interdit évidemment puisque ça s'appelle Ever Minacha et c'est une partie humaine, etc. On n'a pas le droit de faire cela en quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait du prépuce? Alors il faut savoir que le prépuce c'est quelque chose de très très négatif dans la Torah, d'accord, puisque quand l'homme a été créé, il n'y avait pas de prépuce. D'accord, c'est après la faute qu'il y a eu une certaine impureté, et cette impureté a entraîné le côté du cycle menstruel de la femme, et ce cycle-là, ce sang qui est impur, le fait que le bébé soit à l'intérieur pendant les 9 mois, c'est ce qui a fait a entraîné maintenant le prépuce. Mais au départ, il n'y avait pas cela. Donc Akadosh Baruch Hu nous demande, parce qu'on est là pour parfaire la création d'Akadosh Baruch Hu, les gens demandent pourquoi il aurait pu faire sans prépuce. Il l'a fait sans prépuce le premier, mais à cause de nous, à cause de nos agissements, donc c'est retourné en arrière. Donc là, on doit parfaire la création d'Akadosh Baruch Hu et enlever ce prépuce. Donc ce prépuce-là, c'est la notion, on veut, des forces du mal sur l'enfant. Donc il faut l'ôter le plus vite possible. Au bout de 8 jours, il y a des règles par rapport à ça. La Torah nous demande au bout de 8 jours et pas avant. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait de ce prépuce ? Eh bien, tout simplement, on va l'enterrer pour
enlever ce côté-là et laisser ça maintenant du côté des forces négatives. À quelle profondeur on doit l'enterrer? Il faut pas qu'il soit déterré par un chat ou par un chien, etc. En Donc grattant, on va gratter 20 cm, 25 cm, quelque chose comme ça, on va le mettre et on va refermer cela. Vous en faites pas, ça repousse pas. Donc il y a rien à craindre. D'accord, ok. On voit une grande différence entre une Brit Mila en France et en Israël. On est habitué en France à faire une Brit Mila le matin, suivi d'un petit déjeuner. En Israël, on voit que c'est fait d'une manière grandiose dans une salle. Par contre, c'est pas fait le matin, c'est fait l'après-midi, fin d'après-midi. C'est quoi qui est le mieux? Très belle question. Alors, le mieux en soi, c'est de faire le brit le plus tôt possible. Donc le matin. Le matin, parce qu'il y a une notion, ce qu'on appelle de zrizim magdimim. Les gens qui sont zélés devancent la mitzvah. Donc on le fait le plus tôt possible. Maintenant, de notre côté, il faut savoir qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui étudient. D'accord? Donc il y a des gens qui étudient la Torah, et quand on va le faire sur les coups de 9h, 9h30, 10h, ils ont déjà commencé leurs études. Donc de les enlever, là-bas, le Rav Ovadia, lui, il dit que c'est pas bien de les ôter de leurs études, même pour une Brit Mila. Et donc voilà pourquoi ils ont commencé à faire ça dans l'interruption qu'il y a au niveau de l'étude entre 13h et 16h, ou 14h et 16h. Et donc c'est pour ça qu'en Israël, ils faisaient à ces moments-là. Il y a une deuxième chose également, il faut savoir, c'est que c'est bien de faire un vrai repas avec du pain qui suit la Brit Mila. Et cela aura une influence sur le bébé. Il n'y a pas que le repas qui précède le Brit Yitzhak, d'accord, notamment la cérémonie du Brit Yitzhak, peut-être on en parlera, mais également le repas qui suit qui est important. Et il y a une notion que si on veut que l'enfant soit un Talmid Chacham, un sage au niveau de l'étude de la Torah, c'est bien de manger de la viande. Donc là, du coup, pour certains, les Français, c'est un petit peu dur de manger la viande le matin. Donc il y en a certains qui préfèrent faire le repas. Mais c'est sûr que dans l'ordre de préférence, il vaut mieux éviter de faire la Brit Mila après Chatzot, si ce n'est pour après Chatzot, c'est-à-dire le milieu de la journée, par rapport à ce qu'on a récité, mais si on n'entraîne pas donc de ce qu'on appelle de Bitul Torah, de l'annulation d'études de la Torah. Et est-ce que les Juifs qui n'ont pas fait la Brit Mila, donc tu parlais notamment des adultes que tu vois tous les jours, est-ce qu'ils ont des mitzvot limités? C'est-à-dire qu'on entend des fois un Juif qui dit « Moi, j'ai pas fait la Brit Mila, donc je ne peux pas monter la Torah, je ne peux pas mettre les tefilines, comme tu nous l'as raconté tout à l'heure avec le Chabad. » C'est vrai ça ou pas? Non, c'est faux. C'est complètement faux. Ça serait vrai si la personne ne voudrait pas faire sa Brit Mila. Il dirait maintenant, voilà, moi je fais la Torah, mais la Brit Mila, je ne veux pas. Là, ça s'appelle Moumar, la Orla. Donc là, c'est très problématique par rapport à cela. Mais en règle générale, des gens qui ne font pas la Brit Mila, c'est parce qu'on ne leur a pas fait et ils n'ont pas choisi, donc ils doivent faire toutes les mitzvot. Alors le seul problème, il faut savoir que la Brit Mila, justement, permet à recevoir la sainteté des mitzvot. C'est quoi une mitzvah? C'est de l'énergie divine. À chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on va recevoir une énergie divine. C'est pas pour rien qu'il y a 248 mitzvot et 248 membres dans le corps humain. Ça veut dire que chaque membre va recevoir une énergie par rapport à la mitzvah qui a été faite. Il faut savoir qu'un juif qui n'a pas la Brit Mila, il est comme dans une bulle hermétique à cette énergie-là. Donc, il doit faire les choses, mais il ne va pas ressentir les choses. C'est pour ça que ces jeunes-là qui n'ont pas la Brit Mila, très souvent, ils ont envie de faire, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire le pas. Ils se sentent étrangers à la chose. Donc il faut savoir que les tefilines, ils peuvent les mettre, monter à la Torah, ils peuvent le faire, mais évidemment, il faut faire la Brit Mila le plus vite possible. Tout à l'heure, tu nous parlais des fois qu'il peut y avoir des moëls qui sont pas, ou un médecin qui veut devenir moël, qui veut faire la Brit Mila, mais il ne connaît pas tout le process de la Brit Mila, donc il va mal la faire, et qu'après il faut réparer un peu ce qu'il a fait pour pouvoir finaliser la Brit Mila comme il faut. La question que je me pose, c'est que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui te regardent, qui t'écoutent, qui se disent, bon, moi à l'époque, aujourd'hui j'ai un certain âge, mes parents n'étaient pas religieux, ils m'ont fait la Brit Mila, mais peut-être qu'ils ont pris un médecin ou un moël qui n'était pas compétent. Comment je peux vérifier aujourd'hui si ma Brit Mila a été faite comme il faut? Bon, première chose, ne pas rentrer en panique. D'accord? Ça c'est important. Il suffit de demander déjà aux parents, est-ce qu'ils ont pris un moël? S'ils ont pris un moël qui était certifié, donc en règle générale, il y a une chazaka, ça veut dire que on peut s'appuyer sur le fait que la bride était cachère. D'accord? C'est pas à peine d'aller chercher maintenant midi à 14h. Maintenant, si quelqu'un il a un doute, parce qu'il s'en rend compte qu'il n'est pas comme les autres, alors à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il faut nous appeler, et automatiquement, on lui dira quels sont les critères, et voir et vérifier si sa Brit Mila est cachère ou pas cachère. Concernant les gens qui auraient fait dans un hôpital, alors il faut savoir une chose comme ça, c'est que c'est sûr que c'est pas bien
si ça a été fait comme ça, puisque, encore une fois, la Brit Mila, c'est pas juste le côté chirurgical, on l'a dit, c'est toutes des étapes pour faire rentrer l'enfant dans la sainteté et lui donner tous les moyens et les outils pour pouvoir grandir ensuite sur son chemin à lui et sa mission à lui. D'accord ? Donc, quand on fait ça dans une clinique avec un médecin, ben, on a tout court-circuité. Le résultat est là, mais on n'est pas passé par ces étapes-là, qui sont fondamentales. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, il faut savoir que pour les Ashkénazes, si c'est un médecin non juif ou même un juif mais qui n'est pas religieux qui aurait fait cela, il faut à tout prix faire ce qu'on appelle atafat dam brit, faire couler une goutte de sang. C'est bénin, ça fait pas du tout mal, il n'y a rien du tout, mais il faut le faire. Si c'est un sfarad, à Bediavad, dire a posteriori, c'est quand même cachère, d'accord ? Celui qui veut le faire, c'est mieux. Voilà. Maintenant, encore une fois, ne pas rendre fou les gens par rapport à ça. Et contacter Worldbrit Oui, vous pouvez nous contacter ou contacter n'importe quel Moël qui est spécialisé, il pourra lui faire. D'accord, très bien. Une maman vient voir un Moël pour la Brit Mila de son fils. Il n'y a pas de papa, pour plusieurs raisons. Papa a pu décéder entre-temps ou une autre raison. Qui c'est qui va faire les brachot, les prières de la Brit Mila ? Parce qu'en général, c'est le papa qui les fait. Si papa n'est plus là. Alors, la halakha nous dit qu'en fait, quand le père ne peut pas faire la Brit Mila, donc pour les raisons que tu as évoquées, d'accord, ça peut être aussi, on a eu un cas où le père était en prison, ou bon, il y a des... Ou que si le père ne veut pas, admettons, d'accord, ou si le père est non juif, donc lui, il n'a pas la mitzvah sur lui, puisqu'il n'est pas ordonné. Donc à ce moment-là, ça revient sur le Beddin. C'est qui le Beddin ? C'est n'importe quel juif, d'accord ? Mais le Beddin doit organiser la chose. La mère va aider, parce que la mère n'a pas la mitzvah, d'accord ? C'est jamais elle qui doit choisir d'ailleurs le Moël, c'est toujours le père, parce que la mitzvah, elle est sur le père. Le père ne peut pas, à ce moment-là, le Beddin. En règle générale, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on donne au grand-père à faire ses bénédictions, ou au sandak à faire ses bénédictions. D'accord ? Si c'est le grand-père, il peut faire aussi chez Réanou, puisqu'il fait partie même de la famille. D'accord ? Mais si c'est par contre des personnes étrangères, alors la maman pourra faire chez Réanou. Mais la bracha sera faite par la personne qui va amener l'enfant. Aujourd'hui, en France, en Europe, on sent qu'il y a une tension qui est très très forte autour de la communauté juive. Est-ce qu'il y a un vrai risque, un jour, qu'on puisse interdire la Brit Mila en France ou en Europe ? Je pense que tu as les coulisses. Oui, parce qu'on voit bien, voilà, il y a déjà des pays aujourd'hui, en 2024, en Europe, qui ont interdit la Brit Mila faite par un Moël. D'accord ? Ils veulent à tout prix que ce soit un médecin, que ce soit fait en clinique, etc. Bon, maintenant, ils pourraient venir à l'interdire complètement. Donc c'est sûr qu'on est toujours, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la prière que fait le Moël, d'accord, dans le Shavit Hazav, et là-bas, il y a écrit que, justement, on prie pour que cette mitzvah ne soit jamais annulée et qu'il n'y ait pas de décret sur elle. C'est important, le Moël, ça fait partie de ces filotes, de ces prières à lui, justement, de prier par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait y arriver, on n'est jamais à l'abri, c'est pour ça qu'il faut bien montrer, et que c'est primordial de montrer que on ne fait pas prendre de risque au bébé avec une circoncision qui est faite comme la Torah le demande, parce que, justement, le Moël est formé par rapport à cela, et qu'il est conscient qu'il s'agit ici d'une chirurgie. Est-ce que c'est vrai quand une Brit Mila tombe le jour du Shabbat, on la repousse au dimanche, comme par exemple un jour de jeûne qui tombe Shabbat, on le repousse au dimanche, ou est-ce que non, on l'a fait même Shabbat ? Non, pas du tout. Si l'enfant est en bonne santé, on doit faire la Brit Mila le Shabbat qui suit, et même si ça tombe Kippour, on doit le faire le jour de Kippour. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, comme les parents n'étaient pas toujours religieux, et que la Brit Mila allait entraîner une profanation du Shabbat, donc à ce moment-là, il fallait repousser la Brit au dimanche. Mais si on est capable d'organiser la Brit Mila et que les parents ne vont pas transgresser le Shabbat grâce à cela, alors c'est évident qu'on le fera le jour du Shabbat. On va leur prendre un appartement juste dans la synagogue, ou sinon on ira carrément chez les parents faire la Brit Mila, mais il faut respecter ce jour-là. Alors, le mettre sur le dimanche, c'était parce que les gens, ça les aidait, mais c'est complètement interdit et c'est néfaste pour le bébé. Il faut faire attention à ça. C'est néfaste pour le bébé de repousser une Brit Mila ? Oui, puisque en fait, son jour-là, c'est le 8e jour qui doit être respecté, et quand on le repousse, c'est donc une accumulation des forces du mal qui viennent sur lui pendant tout ce délai. Et donc ça, c'est pas bien du tout. Une fois, on m'a demandé de faire une Brit Mila le jour du Shabbat, donc j'ai tout organisé. J'ai prévenu, ma famille m'a suivi cette fois-ci, était prête à venir. Et c'est d'un coup que je me suis rendu compte que le père me dit, bon, maintenant, là, je peux pas parler là à maman parce que elle se remet, elle est fatiguée, elle se remet de l'opération.
Et donc là, ça m'a fait tilt. Je dis, quelle opération? Il dit, ben, la césarienne. J'ai quoi, elle est née en césarienne? Et il me dit oui. Je me dis, mais je vous avais demandé est-ce qu'elle a eu un accouchement normal, classique? Vous m'avez dit oui. Oui, classique en césarienne. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut maintenant préciser par voix basse, parce que malheureusement, dans beaucoup de cliniques, la césarienne est devenue chose courante. Et c'est dommage d'ailleurs. S'il n'y a pas de complications pour la maman, c'est dommage de faire cela. Mais par contre, il faut faire attention, c'est qu'une maman qui aurait accouché en césarienne Shabbat, la brite ne peut pas se faire le Shabbat suivant. Il faudra, oui, la repousser au dimanche. C'est quoi la formation aujourd'hui si quelqu'un veut devenir Moël? C'est quoi le process? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des écoles spécialisées pour la formation de Moël, d'accord? Donc, on va étudier... Pour tout le monde, il faut connaître la halakha, ça c'est la base, d'accord? Toute la halakha, c'est la loi juive, et il y a beaucoup de lois pour être concernant les chapitres de la Mila, et il n'y en a qu'un seul, voire même pas entier, concernant l'acte même de la Brit Mila. Donc, il y a beaucoup de choses autour qui sont très intéressantes, que les gens ne connaissent pas, mais qu'il faut à tout prix que le Moël connaisse. Donc, il y a des formations par rapport à cela, d'accord? Il y a des personnes qui vont suivre un Moël après avoir étudié le côté de la loi, ben, ils vont se mettre à la pratique en suivant un Moël spécialisé qui va le former. Ça, c'est une deuxième possibilité qui, à la fin, lui donnera donc un diplôme par rapport à cela. Il y a également la asmacha qu'on peut faire, ça veut dire d'avoir carrément le diplôme au niveau de l'État, en tout cas en Israël, ça existe, et il va passer et un examen sur le côté théorique et un examen sur le côté médical, avec le ministère de la Santé. Il y a également, on peut passer à la rabbanout, carrément, les lois, tout connaître toutes les lois et être examiné sur toutes les lois de la Brit Mila. Voilà. Mais après, il faut passer à la pratique. C'est là où c'est extrêmement important d'être avec une personne sérieuse qui va le former pour qu'il soit apte justement à être Moël. C'est pas tout le monde qui peut être Moël, parce que la connaissance, on pourrait l'avoir. Mais il faut avoir une certaine capacité, premièrement, de très vite réagir, de ne pas rentrer en panique, de ne pas avoir peur au niveau du sang, et puis avoir parfois des grosses effusions de sang, etc. D'accord? Et surtout une grande réactivité, parce qu'il y a parfois le couteau qui est tombé, la chose comme ça. Et si vous rentrez en panique, là, c'est fini, parce que vous avez un bébé, il faut faire très attention. D'accord? Donc, il y a un côté de dextérité, un côté de maturité qui est extrêmement important. Et tout ça doit être chapeauté par une grande crainte du ciel. Pourquoi? Parce que on arrive tout le temps, dans des Brit Milot, à devoir savoir trancher, comment faire un compromis. Il y a eu ce problème-là, il y a cette chose-là. Comment je dois faire, comment je dois réagir? Il y a une jaunisse qui monte, mais les parents, ils ont déjà prévu, le traiteur est là, etc. D'accord? On arrive dimanche, on arrive Shabbat même parfois. Le Shabbat, on arrive à la Brit et on s'aperçoit que l'enfant, il a une conjonctivite ou quelque chose comme ça. On doit repousser. Il faut avoir l'écran. Vous dites quoi? Tu vas me finir maintenant Donc il faut faire très attention à ces choses-là, et ça demande une certaine capacité au niveau du Moël. T'as dit une fois, tout le monde connaît la Brit Mila, mais en réalité, personne ne la connaît. Oui, parce qu'en fait, les gens nous voient tous en train de faire une Brit Mila, mais personne ne réalise ce que l'on fait concrètement. Et comment j'ai réalisé ça? C'est que quand j'ai enseigné justement dans plusieurs kolélim, dans plusieurs institutions, à des gens qui étaient même parfois beaucoup plus âgés que moi, donc qui avaient eu des tas de Brit Milot, non seulement ils étaient époustouflés par le côté intéressant de toutes les lois de la Brit Mila, mais également au niveau de la pratique, parce que je leur ai fait des démonstrations et je leur ai fait des conférences par rapport à cela, mais là ils se sont rendus compte qu'en fait ils connaissaient pas du tout l'anatomie même, parce qu'un juif il s'est toujours vu circoncis, donc il sait pas comment c'est avant, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la transition par rapport à cela. Donc en fait les gens peuvent voir des milliers de Brit Milot, mais ne savent toujours pas ce que l'on fait. Et j'aimerais, si tu veux bien, qu'on parle de ta vie personnelle, c'est-à-dire comment tu gères ta vie de famille, quand tu dois te déplacer, voilà, je nous parlais de l'Amazonie, à 30 heures d'avion, etc. Quand un Shabbat, il y a des Brit Mila, tu dois te déplacer, tu as dit, cette fois-ci, ma famille est venue avec moi. Sous-entendu, les autres fois, elle n'est pas venue avec moi, donc je passe Shabbat sans ma famille. Comment on gère ça? Bon, ça c'est par le mérite de la femme. C'est-à-dire? C'est elle qui a le mérite, en fait, parce que c'est elle qui m'a donné carte blanche de donner priorité à la Brit Mila. Donc ça peut engager des voyages, ça peut engager des absences répétées, etc. En dehors de cela, avec WorldBridge, je suis passé dans énormément de communautés pour faire connaître le travail que l'on faisait. Donc ça faisait beaucoup de Shabbat où j'étais pas à la maison. Alors ça dépend des périodes, il faut faire attention parce que la priorité c'est aussi mes enfants.
Donc il va falloir gérer ça, mais il y a quand même une siyata d'Ishmaïa, je me rends compte. Hein, Une aide du ciel. une aide du ciel qui est importante, que les rabbinim m'avaient dit là-dessus, parce qu'on s'inquiète toujours, on dit mais je veux pas que ça soit au détriment de ma famille. Mais en fait, quand on le fait vraiment les Shem Shamaim pour les autres, Akadosh Baruch Hu, il donne une aide, et non seulement cela, mais les enfants, ils boivent cela, parce que toutes les histoires, moi je le raconte après, ils se régalent aussi par les histoires, mais en dehors de cela, ils sentent que le papa, il est en train de faire quelque chose d'important, il n'est pas en train de s'amuser au bout du monde pour le plaisir. Donc voilà, mais c'est vrai que le mérite, il faut avoir une femme qui a les épaules par rapport à cela. Alors, tu nous as parlé de la gestion, comment tu gérais ton emploi du temps pour continuer à avoir cette vie de famille. Et en parlant de ça, on avait une petite surprise pour toi, et une personne qui a voulu te laisser un message. Et voilà, je te donne le téléphone et je te laisse appuyer sur lecture et le visionner. Mon fils, l'occasion m'est donnée de pouvoir remercier le Créateur de m'avoir donné un fils comme toi, qui a fondé une famille avec Keren extraordinaire et qui, grâce à ça, m'a donné des arrière-petits-enfants magnifiques. Et aussi pour te remercier de tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pour les Brit Milot. Cette action est fantastique et tu ramènes à la Torah des dizaines et des dizaines de garçons qui auraient été perdus. Voilà, je voulais te dire merci pour tout ça à toi et à Kadosh Baruch Hu, et qui continue à te protéger, qui te donne une bonne santé pour continuer et qui te donne la réussite dans tout ce que tu entreprends. Voilà. Voilà, c'était la petite surprise, donc c'est ta maman. Ouais, c'est émouvant, très très émouvant. Non, Baruch Hashem, elle est très contente, elle me pousse aussi là-dessus à chaque fois. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande siyata d'Ishmaïa parce qu'on sent que c'est quelque chose de tellement fort pour Akadosh Baruch Hu. C'est que quand on voit des gens où vraiment il nous les sort de la boue, quoi. C'est impressionnant. Hein. Quand voilà, il y a un gars de 40 ans qui me dit voilà, je vous appelle, je vous ai trouvé sur Internet, ma grand-mère vient de mourir. Et juste avant de partir, elle me dit au fait, j'ai oublié de te dire, tu es juif. Choc, quoi. Je suis en Bretagne, je sais pas c'est quoi un juif, aidez-moi, quoi. Et le gars, il a recherché sur Google, c'est quoi un juif. Donc pour vous dire que tellement les gens sont loin. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup même qui savent qu'ils sont juifs, mais qui savent pas ce que c'est. Et qu'en fait, on a la possibilité de vraiment les aider dans ce cheminement. Et la Brit Mila, ça leur vaut, c'est un catalyseur énorme, ça les booste énormément sur la reconnaissance de leur identité, et ce qu'on veut surtout, c'est les aider à ce qu'ils soient épanouis et ce qu'ils soient heureux, et c'est ce qui nous témoigne, quoi. Donc c'est pour ça que maman, elle voit ces résultats, donc évidemment c'est très très fort. Ouais, bravo, ça fait plaisir. Est-ce que tu sais combien de personnes tu as circoncis jusqu'à aujourd'hui? Donc ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis 2005, tu mets donc à peu près 15 ans. Donc depuis 15 ans, tu sais combien d'enfants, combien d'adultes tu as circoncis? Non, je ne le sais pas exactement. Ça on a, à peu près. Ouais, c'est sûr, c'est des centaines et des centaines. Dire exactement, je sais pas, entre les enfants et les adultes, je crois qu'on a fait plus de 200 et quelques ou 250 jeunes rien qu'à Paris. Je sais pas si vous imaginez. Donc après sur la France, c'est encore plus. Les bébés évidemment, bon, c'est beaucoup plus. Bon, les gens, ils oublient parfois que je suis aussi moelle pour les bébés. Ils s'imaginent que c'est que pour les cas. Alors c'est vrai qu'on s'occupe des cas compliqués, c'est vrai qu'on s'occupe des pathologies aussi compliquées au niveau, puisque comme j'ai la chance d'être avec les plus grands urologues, donc on peut très très vite réagir quand il y a des anomalies au niveau de la Brit Mila. Donc ça donne confiance aux gens et de faire tout comme la halakha le demande. Comme je t'avais expliqué, moi j'ai pas commencé par les bébés, j'ai commencé par les adultes. Et en fait, j'ai organisé au départ, après j'ai mis la main à la pâte, d'accord. Aujourd'hui, j'arrive à le faire aussi parce que je suis parfois avec des chirurgiens qui sont pas juifs, donc moi je dois faire le côté de la halakha. Et on est passé maintenant, après petit à petit au bébé. Comment? Quand ces jeunes-là à qui j'avais fait la brite, ils se sont mariés. D'ailleurs, ils m'ont avoué que s'ils ne m'avaient pas aidé, j'aurais pas osé me marier avec une juive, tellement j'avais honte de mon statut. C'est pas évident d'être incirconcis. Donc, c'est fort. Et après, une fois que l'enfant il arrive, il dit voilà, lui, je voudrais que vous le fassiez à 8 jours, pas comme moi, d'accord. Mais si vous ne m'aviez pas attrapé, cet enfant, il serait peut-être jamais venu au monde. Donc, c'était déjà arrivé de faire la Brit Mila d'un papa et de son fils aussi? Oui, on a eu. C'était une fois un jeune à qui on a fait la Brit Mila.
Et après la brite, il voyait que l'enfant c'était pas un bébé, hein, mais il était enfant. Et donc quand il a vu que qu'il était bien, etc., il dit t'as pas mal, etc. Il lui dit non, non, c'est magnifique, je me sens soulagé, etc. Donc le père s'est retourné, il nous a dit bon, faites-moi la brite. Tu savais pas que le père était pas à Brit Mila? Et la brite, il nous avait pas dit. Ah, c'est en plein de Brit Mila, t'apprends que le père n'est pas. Il nous avait pas dit du tout. Donc on a dit bon alors allez-y, on y va. Waouh. Et donc après quand le père est revenu, alors c'était magnifique. Il y avait toute la famille qui était là. Il y avait le grand-père également. Et le grand-père il regarde son fils, il lui dit ça va mon fils, comment tu te sens bien, etc. Et moi je regarde un petit peu bizarre. Et je dis il regarde et il dit alors faites-moi aussi. Mais non. Donc voilà, 3 générations. Le grand-père, le père et le petit-fils le même jour. Ouais, c'était des Russes, des gens qui n'avaient pas fait et qui avaient peur de faire. Et voilà, donc ça c'est impressionnant. 3 générations en 1 heure. Est-ce que tu ressens pas des fois chez des gens qui vont se dire, si je lui dis oui pour la brite, je m'embarque avec lui, il va commencer à me dire de faire ça, de faire Shabbat, de manger kasher, et ça, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Ils ont peur de cela, il y en a beaucoup qui ont peur de ça. C'est pour ça qu'encore une fois, nous on est là pour les aider dans la démarche de leur épanouissement personnel et qui sont en phase avec leur identité. On n'est pas là du tout pour les rendre religieux. C'est-à-dire que tu t'occupes de leur faire la brite, point. Ouais. Maintenant, si après les gens veulent plus, veulent s'intéresser, par exemple, on va faire par exemple des Shabbats, où on va organiser des jeunes qui ont fait la brite. Moi, je les appelle les World Britters. Donc, on fait un Shabbat World Britter. Donc, les gens, ils viennent de toute la France, de Belgique, etc. et tout. Donc, c'est très sympathique. C'est un moment à vivre. Chacun, il partage son expérience, etc. Donc, ils veulent venir, ils veulent pas. Parfois, quand je vais à Paris, très souvent, j'essaie d'organiser un repas avec les gens à qui on a fait la brite. Garder contact, des choses comme ça. Et c'est là, en fait, qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas là du tout pour les embrigader, mais qu'on est là pour les aider, et que quand ils veulent aller plus loin, c'est magnifique, parce que du coup, il faut savoir que c'est vrai qu'un juif doit passer aussi, que l'étude en tout cas. La pratique, c'est encore une autre chose. Chacun a son rythme, chacun ce qu'il veut, comme il veut. Nous, ce qu'on est là, c'est que on s'est rendu compte qu'un juif qui n'a pas la Brit Mila, il n'est pas sur les rails de sa vie. Donc nous, on le met sur les rails. Après, il prend la direction qu'il veut, la vitesse qu'il veut, on n'intervient pas là-dessus. Mais s'il veut de l'aide, alors on peut lui donner beaucoup de choses et beaucoup de moyens. Et parce que, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a plein de cours, on a plein de choses qui les intéressent. Et eux-mêmes nous disent, punaise, je découvre une nouvelle vie, quoi. Donc ça vaut la peine. Quand tu parcours le monde pour faire des Brit Milot en France, etc. et tout, j'imagine que ça demande beaucoup de moyens. C'est quoi la structure aujourd'hui de ton association? Vous êtes combien d'employés? Il n'y a pas vraiment d'employés dans World Brit, d'accord. Moi, en tant que directeur, on n'a pas le droit de recevoir un salaire. Mais par contre, on a des prestataires. C'est-à-dire que moi, j'ai une personne qui va m'aider à travailler sur les dossiers, parce qu'on nous envoie des dossiers non-stop, d'accord. Aujourd'hui, j'ai plus de 300 dossiers en attente, d'accord, de gens que je sais qui n'ont pas la Brit Mila. Donc, on va essayer de les aborder le plus courtoisement possible. Quand on parle de dossier, c'est des gens, on t'a parlé d'une personne c'est pas des gens qui t'ont contacté directement. Non. Donc là, il y a un rôle pour ceux qui regardent cette vidéo et qui connaîtraient d'autres personnes. Mais tout le monde connaît des juifs pas circoncis. C'est ça. C'est incroyable. Donc c'est pas que les gens qui mais les gens n'y pensent pas. C'est ça. Parce que qui ne connaît pas des mariages mixtes? Que ce soit au premier, deuxième, troisième degré familial, professionnel, etc. Voilà, là récemment, je viens de faire un jeune la semaine dernière. Le gars, c'est le comptable d'une boîte où les mecs sont juifs au niveau des patrons. Et en discutant, etc., le gars, il leur a lancé « Ah non, moi, ma grand-mère a été juive aussi ». Bon, et de fil en aiguille, on a compris, ils m'ont appelé, et puis voilà, maintenant le gars, il est super content, parce qu'il ne se rendait pas compte de la chose. Ces gens, ils ont une responsabilité, les gens qui connaissent d'autres personnes qui n'ont pas fait la Brit Mila. La halakha le demande, vous savez, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est que si vous voulez inviter quelqu'un Shabbat, partager un repas, vous faites une mitzvah, mais vous n'avez pas une obligation. Par contre, si vous connaissez un juif qui n'est pas circoncis, vous avez l'obligation de le circoncire. Alors, comme vous n'êtes pas la personne compétente, il faut ramener vers des personnes compétentes, d'institutions compétentes comme World Brit avec nous. Et donc, vous nous donnez les coordonnées. Et nous, on va essayer, encore une fois, on n'est pas là pour obliger qui que ce soit, d'accord? On ne peut pas obliger sur une intervention pareille. Mais par contre, on est là pour les aider parce que c'est dur comme démarche. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de freins, et donc il faut être là pour les accompagner. Donc évidemment, tous les téléspectateurs, les auditeurs de l'émission doivent comprendre que s'ils connaissent une personne juive, quand la mère est juive, d'accord, de nous appeler s'ils savent qu'elle n'a pas fait, ou qu'elles aient le doute, est-ce qu'elle aurait fait la Brit Mila ou pas. C'est extrêmement important parce que c'est très souvent ces jeunes-là, ils nous disent « mais moi je n'osais même pas vous appeler, j'avais honte ». Donc si on n'a pas quelqu'un qui les pousse, on les perd du peuple juif, parce que du coup ils vont s'assimiler directement, et c'est terminé, c'est des générations perdues. Donc c'est sûr que chacun doit s'investir là-dessus. Est-ce que je peux demander, ça coûte combien
pour un jeune qui te voit, qui entend ça, qui voudrait se faire une Brit Mila ou quelqu'un qui voudrait aider, combien ça coûte une Brit Mila? Pour le jeune, ça coûte rien. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait rajouté des freins. Il y en a déjà beaucoup. Si je rajoute le frein financier, donc c'est gratuit. Une intervention pour celui qui le fait, c'est gratuit. D'accord? Nous, ça nous coûte, rien qu'au niveau opératoire, c'est dans les 1 000 € par personne. D'accord? Les jeunes nous coûtent encore plus que ça, puisque comme je l'ai expliqué, parfois il y a les tefilines, tout ce qui est aux alentours, la Séouda. Parfois on prend un jeune parce que le gars voudrait étudier telle chose, ou voudrait être suivi sur tel sujet, etc. Donc on paye des gens pour ça. Donc c'est pour ça. Tu as parlé de tefilines, parce qu'on a oublié de préciser que des fois, très souvent, ceux qui font la Brit Mila font la bar mitzvah le même jour. Oui, mais même parfois ce que j'appelle le grand chelem, moi. J'appelle ça grand chelem, c'est-à-dire qu'on leur fait Brit Mila, Pidyon Haben et Bar Mitzvah. Le rachat du premier en né. 1 heure, voilà, le rachat du premier-né, parce que c'est parfois des aînés. Et donc, ils repartent avec le package et les tefilines sous le bras. Mais c'est magnifique, parce que c'est des jeunes qui, grâce à cela, ils reprennent contact directement avec leur véritable identité. Donc, ça nous coûte beaucoup d'argent, c'est sûr, parce que c'est énormément de frais. Moi, j'ai pas voulu mettre une structure avec WorldBrit qui nous coûte de l'argent. Donc, c'est pour ça que je passe par des prestataires dans ce que j'ai besoin, d'accord? Après, j'ai des moalim, évidemment, qui peuvent être envoyés dans le monde entier. En Europe, j'ai des chirurgiens également. Maintenant, on me demande d'attaquer l'Italie, on me demande d'attaquer l'Espagne, l'Allemagne. C'est encore beaucoup de frais là-dessus. Les gens qui veulent aider par rapport à cela, il faut savoir qu'ils vont pas faire un don. C'est carrément sauver des générations. Parce qu'un jeune qu'on a réussi à attraper, qu'on y a fait la Brit Mila et qui se remet dans le chemin et qui fonde un foyer, et lui et les enfants et les petits-enfants, c'est pour celui qui a aidé. Donc c'est du jackpot. Donc je résume, un jeune ou moins jeune qui va faire la Brit Mila, donc qui est concerné directement, lui pour lui, complètement gratuit, on lui demande rien du tout. S'il veut aider, il pourra aider pour aider d'autres jeunes à faire. Et évidemment, et ensuite, il y a les autres personnes qui peuvent sponsoriser des Brit Milot, aider. Mais on peut même également leur proposer d'être sandak pour ces jeunes. Donc les mains sous la tête, comme tu as expliqué. Les mains sous les têtes, avec nous au bloc opératoire. Bon, ils ne voient rien, qu'ils n'aient pas peur ou quoi que ce soit, mais c'est très, très émouvant. C'est du lourd. Et non seulement c'est du lourd au niveau émotion, mais c'est surtout des tfilotes, des prières, parce qu'un bébé, c'est 30 secondes, sur un adulte, c'est 20 minutes. Wow. Donc 20 minutes avec les prières qui remontent jusqu'au trône céleste, on dit que c'est un moment on appelle ça en hébreu de Et Ratzon, un grand moment de dévoilement. De dévoilement et de volonté divine. Donc, Akadosh Baruch Hu, il reçoit ces prières-là, parce que ces jeunes, en plus, c'est quand même une Messirut Nefesh, c'est un don de soi énorme, de faire ça à 20 ans, 25, 30 ans, etc. Bon, on a fait plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, puisqu'on est arrivé jusqu'à 86 ans. On n'a pas battu Avraham Avinu, d'accord? Il a le record à 99. J'espère qu'on y arrivera un jour. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est extraordinaire à vivre. Et dernière question, si tu avais un message à passer à ces jeunes qui te regardent et qui n'ont pas encore passé le cap de la Brit Mila, ça serait quoi? Premièrement, nous contacter, parce que pour faire un choix, hein, c'est ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut connaître les deux côtés. Alors, le problème dans cette Brit Mila, c'est que c'est un non-retour. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais si on ne l'a fait pas, on ne pourra jamais savoir. Il faut avoir un petit peu d'humilité, de comprendre que si Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qu'on soit religieux ou pas, celui qui nous donne à vivre, celui qui nous donne à respirer, d'accord? Il nous demande de le faire. Parce que c'est important pour notre épanouissement. Alors, avec un petit peu d'humilité, on comprend qu'il y a quelque chose de grand qui se cache derrière cela. Au-delà de cela, venons, parlons avec ceux qui l'ont fait, comparons, eux ils sont comme vous. Moi, je serai pas, disons, objectif pour vous. Ok, d'accord? Mais eux, ils vont leur dire carrément qu'est-ce qui se passe. Je ne les ai pas achetés, ces gens-là. Eux-mêmes, c'est des centaines de jeunes que je peux donner les numéros de téléphone. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Mais pour avoir le choix, il faut d'abord peser le pour et le contre. Or, très souvent, les gens ne voient que le contre parce qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais quand on leur montre une autre facette de la chose, alors là, c'est toute une autre vision. D'accord? Et donc, encore une fois, si on a créé WorldBrit, c'est pour leur tendre la main. C'est pas pour les forcer à quoi que ce soit. On ne pourra jamais forcer quelqu'un à faire cela. Mais quand on voit les résultats de tous ces jeunes, et c'est du 100% qui nous remercient et qui nous disent combien maintenant vous m'avez fait découvrir un monde nouveau, de me sentir en phase avec moi-même, de me sentir bien dans ma peau, etc. Je pense que ça en vaut la chandelle. C'est magnifique. Abraham, merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. C'est vraiment extraordinaire. Merci pour toutes les réponses aussi que tu nous as apportées. On vous met évidemment les coordonnées de WorldBrit, de Abraham Kadosh, juste en dessous dans la description pour le contacter. Et on vous dit à très bientôt sur Torah Box. Merci beaucoup.